RFI et France 24 présentent Mardi politique. Suite de Mardi politique avec Roselyne Febvre et notre invité Christian Estrosi. Les chiffres du chômage pour le mois d'août sont tombés hier. Le nombre de demandeurs d'emploi a fortement augmenté, 50 000 de plus. C'est une augmentation de 1,4% et c'est la plus forte depuis janvier 2013. Et voilà en quels termes la ministre du Travail a expliqué ce mauvais résultat hier. Nos anticipations défavorables liées aux difficultés rencontrées au lendemain des attentats du mois de juillet dans certains secteurs, notamment dans le tourisme, dans l'hôtellerie, dans la restauration et dans le commerce de loisirs, se sont malheureusement confirmées. Alors d'abord, Christian Estrosi, peut-être un mot sur effectivement cette hausse et cette inversion visiblement qui a du mal à se concrétiser dans le temps. Et puis, sous question, c'est est-ce que vous confirmez par exemple que dans votre région, Nice, une région, la PACA, cette région très touristique, est-ce qu'il y a un lien entre les attentats, est-ce que vous pourriez le dire, ce lien entre attentats et chômage? Ouais. D'abord, je trouve que Madame El Khomri, avec tout le respect que j'ai pour elle, a un certain aplomb pour dire que 50 000 chômeurs de plus en un mois, ce serait à cause des attentats et des conséquences sur le tourisme. Effectivement, nous avons eu un mois d'août moins favorable en moyenne que le mois d'août de l'année dernière, si on compare les choses. Mais lorsque vous savez que le mois d'août est en général un mois plein, avec le mois de juillet, que nous sortions d'un Euro 2016 qui nous a permis d'avoir un troisième mois plein en matière de tourisme dans l'année, je dirais que ça n'est pas là qu'il faut trouver la justification. D'ailleurs, je relève que la plus forte hausse du chômage s'est située plutôt dans les catégories A. Or, ce n'est pas les catégories A qui sont directement concernées par les emplois liés au tourisme. Non, la réalité... Mais est-ce que vous notez quand même que dans votre région, il y a les professionnels du tourisme se plaignent d'une baisse de la fréquentation? Selon les activités, nous avons en moyenne, par rapport à l'année dernière, qui était une très bonne année, Donc vous avez bonne des année chiffres là-dessus, qui était la meilleure année des 3 dernières années, une baisse qui va, selon les activités, de moins 5 à moins 20%. Et une fréquentation, en tout cas, d'une clientèle étrangère, notamment à l'aéroport international de Nice, où on est à peu près stable par rapport à l'année dernière. Donc ça ne justifie pas, en tout cas, ce que c'est de justifier. Donc les vraies raisons sont ailleurs, en fait. Les vraies raisons, c'est, on va dire, pas de bol. Non, mais vous allez nous dire, parce que les réformes qu'il fallait faire n'ont pas été faites, c'est ça. Puisque M. Hollande n'arrête pas d'expliquer que quand il y a plus de chômage, c'est pas de bol. Non, c'est peut-être là qu'il faut trouver l'explication. Pas de bol. Non, la réalité, c'est qu'à force de mener une politique depuis 2012, 1 200 000 chômeurs, on peut pas, on peut un mois, 2 mois, un trimestre, un semestre, une année et demie, allez, 2 années. Sur le quinquennat de Nicolas Sarkozy, il y a eu aussi 500 000 chômeurs de plus. Attendez, je regarde le niveau de la croissance de notre pays qui est à 1,7%. On a quand même eu 1,5%. Sous Nicolas Sarkozy, rappelez-vous, la dernière année, 2013, 2% de taux de croissance. Et alors que nous subissions la crise industrielle la plus forte du siècle écoulé. Oui, mais alors justement, vous dites que vous allez faire mieux. Comment faire mieux avec une croissance de 1,5 ? Comment on crée des emplois ? Vous n'allez pas pouvoir faire mieux si vous n'avez pas plus de croissance. Il faut créer les conditions de la croissance. La croissance, elle ne tombe pas toute seule. J'irai les chercher avec les dents. Mais dans un pays où vous avez plus de 44% de prélèvements obligatoires, là où la moyenne en Allemagne est de 39%, il faut m'expliquer, quand on a le niveau de prélèvement obligatoire le plus important de tous les pays de l'Union européenne, comment on peut créer les conditions de la croissance. Quand on voit notre chaîne de production qui ne cesse de baisser, nous étions la 5e puissance industrielle, on est passé au 6e rang. Christian Estrosi, la vérité, c'est que le chômage, c'est l'échec de tous les chefs d'État depuis 40 ans. 1 200 000 chômeurs, ça... Attendez, en 1967,
Pompidou disait, si un jour en France, il y avait 174 000 chômeurs, si un jour en France, il y en a 500 000, ça sera la révolution. Vous parlez à des jeunes qui aujourd'hui ont 18 ans, 20 ans. Ils seront heureux d'apprendre qu'il y a une quarantaine d'années, il y avait 170 000 chômeurs en France. Si on peut leur préciser les choses, sous Georges Pompidou, il y avait une grande politique industrielle pour notre pays. Et que sans Georges Pompidou, nous n'aurions pas notre indépendance énergétique avec le nucléaire civil. Nous n'aurions pas les trains à grande vitesse que nous continuons à vendre aux États-Unis. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'était l'échec de tous les présidents aéronautique et aérospatiale. Et Nicolas Sarkozy lui-même, en 2007, dit « Mon objectif, c'est 5% de chômeurs à la fin de mon mandat. Si j'ai raté, les Français seront juges. Ça voudra dire que j'ai échoué. » C'est l'échec de tous les présidents. Écoutez, on peut parler de tous les échecs possibles. En tout cas, moi, je sais une chose. J'ai été ministre de l'Industrie entre 2008 et 2010. Que vous le vouliez ou non, on a eu la plus forte crise industrielle du siècle écoulé et que nous avons résisté et que nous avons réussi à porter jusqu'à 2% le taux de croissance en 2013, un niveau jamais atteint depuis la présidence de M. Hollande. Et que nous parlons de 2017. Et 2017, il faut en parler. Et 2017, c'est une politique économique qui se base sur des données que nous avons aujourd'hui. Et que ces données, aujourd'hui, elles doivent reposer sur une baisse de la fiscalité pour laquelle nous prenons des engagements à de la mettre en œuvre dès juillet 2017, que ce soit pour les impôts sur les familles, moins 10%, que ce soit sur la suppression des impôts des droits de succession jusqu'à 400 000 € par enfant, que ce soit par l'exonération de charges pour les entreprises jusqu'à 1,6 SMIC, que ce soit pour le retour à une politique d'accompagnement aux aides supplémentaires, aux heures supplémentaires, d'exonération totale de charges salariales et patronales dont nous avions fait bénéficier près de 9 millions de salariés parmi les plus modestes entre 2007 et 2012. Tout ça mérite d'être rappelé en même temps que nous prenons l'engagement de le remettre en œuvre. Vous le rappeliez, vous avez été ministre de l'Industrie. Le dossier Alstom, qui est en train de se discuter aujourd'hui, doit-on demander aujourd'hui à la SNCF, pour sauver Alstom, d'acheter des trains, que Alstom achète des trains à la SNCF? Et on peut le faire une fois, mais est-ce qu'on peut le faire plusieurs fois? Comment on sauve Alstom? Je suis pour le patriotisme industriel de notre pays. Vous savez bien qu'on n'est pas dans les clous des règles de concurrence européenne. Pourquoi lorsque la concurrence européenne, oui, vous avez la concurrence américaine aussi. Et lorsque les États-Unis mettent en place des règles de protectionnisme à outrance qui pénalisent les exportations européennes vers les États-Unis, permettez-moi de vous dire qu'à un moment, il n'est pas interdit dans la campagne de 2017. Ils n'ont pas Bruxelles sur le dos. Ah oui, mais justement, c'est un vrai problème. Vous soulevez un vrai problème, Roselyne Fèvre. Ils n'ont pas Bruxelles sur le dos. Et est-ce qu'on va continuer à accepter que Bruxelles édicte des règles pénalisantes pour l'industrie européenne en général et en ce qui nous concerne pour l'industrie française en particulier? En tant que président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est la deuxième région de France en termes de PIB par habitant, qui est une région qui, au-delà de sa politique touristique, a une grande politique de production industrielle et notamment de haut niveau, permettez-moi de vous dire que sur la commande publique, je suis en train de mettre moi-même un Small Business Act pour avoir des circuits courts dans la production agricole, pour soutenir les industriels de ma région. Je conduis une grande délégation d'industriels en Chine à la fin du mois d'octobre d'ailleurs pour signer un certain nombre de contrats. Et j'estime que lorsque vous êtes l'autorité organisatrice des transports express régionaux et que la SNCF vous demande d'acheter des trains et des rames de train, mais dont la commande, Christian Estrosi, là où vous payez, vous, en tant que région de France, doit passer par la SNCF, nous sommes en droit, nous, présidents de région, d'exiger que la SNCF passe ses commandes plutôt à un industriel français qu'à un industriel outre-Atlantique. Oui, mais alors les règles européennes, en effet, c'est le marché commun et c'est les appels d'offres. C'est les règles. Donc si on s'en affranchit, on éclate le système. Disons les choses clairement, non ? Parce que le Small Business Act ne peut pas s'appliquer à des marchés aussi importants que ceux d'Alstom. Je dis qu'il faut des règles de réciprocité. À partir du moment où la Russie, les États-Unis, la Chine et un certain nombre de pays sur d'autres continents imposeraient des règles
qui apportent un certain protectionnisme à leur production industrielle, qui n'auraient pas les mêmes règles fiscales, les mêmes règles sociales, les mêmes règles environnementales que les nôtres, peut-être qu'il est important de porter sur la table du débat à Bruxelles, moi je suis favorable à cela, des règles européennes, pas franco-françaises, mais des règles européennes qui puissent nous permettre de soutenir des pôles de compétitivité en matière d'innovation, de recherche, de développement et de production au niveau européen. Et si nos partenaires européens ne veulent pas qu'il y ait ce débat à Bruxelles, eh bien, il y a un moment où il faudra peut-être réfléchir à des règles intranationales chez nous en France. On va parler de Nice, parce que j'aimerais qu'on en parle avant la fin de cette émission, mais il y a l'actualité aussi. Et François Hollande était en début de semaine à Calais. On l'écoute et on en reparle. Je veux dire que l'État a fait son devoir et continuera à le faire tout au long de la période du démantèlement de Calais et même après, pour que ne se reproduisent pas les situations que l'on a connues à d'autres époques, quand avaient été démantelés des camps qui se sont ensuite reconstitués ou quand les personnes se sont dispersées, ajoutant à ce moment-là l'inorganisation à l'insécurité. La répartition des migrants doit-elle se faire uniquement sur la base du volontariat pour les régions qui devront les accueillir, ou faut-il accepter qu'on impose à certaines régions ? Monsieur Hollande vient de dire que l'État avait fait tout ce qu'il fallait. Donc pour Monsieur Hollande, avoir porté les migrants qui étaient à Calais au nombre de 900 en 2012, aujourd'hui il y a près de 11 000. C'est l'État français qui a fait tout ce qu'il fallait. Bravo Monsieur Hollande. Ce qu'il y a à faire aujourd'hui, c'est d'imposer à la Grande-Bretagne que ceux qui sont candidats à l'immigration en Grande-Bretagne voient leur dossier de droit d'asile qui soit instruit par la Grande-Bretagne et que tous ceux qui ne répondent pas aux critères de droit d'asile en Grande-Bretagne soient ramenés chez eux. A été signé par Nicolas Sarkozy en 2003. Je dis que nous devons refuser ce que nous propose M. Hollande, à savoir créer des micro-jungles de partout. Donc vous, dans votre région, vous n'en recevrez pas ? Malheureusement, je n'ai pas l'autorité régalienne pour m'y opposer, mais en tout cas, je me mobilise politiquement pour tout faire pour empêcher cette situation. Pourtant, vous avez été voir le pape avec les familles des victimes. Non mais répondez-moi, vous êtes allé voir le pape avec... On ne joue pas avec certains sujets. Je n'accepterai pas qu'on joue avec certains sujets. 86 morts sur la promenade des Anglais. 86 morts sur la promenade des Anglais de toute confession. Quel rapport ? On ne va pas mélanger les choses. Mais le message du pape, c'était d'accueillir des migrants. Non, le message du pape, c'était d'ouvrir ses bras à des gens qui ont souffert, à des gens qui ont des cicatrices, à des gens qui quelquefois ont perdu 4 ou 5 membres de leur famille, qui étaient de toute confession, de toute religion. On ne va pas mélanger les sujets. On parle de politique migratoire. Non, mais enfin, le pape a clairement, à plusieurs reprises, en effet, appelé les populations européennes et mondiales à accueillir les migrants, à ouvrir les bras aux migrants aussi. On ne va pas mélanger les sujets. Les migrants, ça s'accueille dans le cadre de règles qui sont édictées. Et il y a des règles internationales, il y a des règles européennes, et aujourd'hui, il y a des règles qui touchent au droit d'asile. Le droit d'asile, ça se respecte, et ce sont des dossiers qui doivent être instruits. Bon, vous avez aujourd'hui ces pauvres gens d'ailleurs qui sont logés dans des conditions tout à fait indignes à Calais, et en même temps les habitants du Calaisis qui subissent des conséquences épouvantables d'une population migrante qui est passée de 900 en 2012 à 11 000 aujourd'hui. Tout ça parce que la France n'a pas joué son rôle en matière de gestion de sa politique migratoire. Et que ces migrants ne sont pas candidats à immigrer en France, ils sont candidats à immigrer en Grande-Bretagne pour rejoindre les leurs. Donc on les refile aux Anglais. Mais on ne les refile pas aux Anglais. Deux choses. Mais ils ne veulent pas être chez nous. Ça, c'est vrai. Ils ne le veulent pas. Donc ils ne sont pas candidats. Oui. Mais ils vont être d'accord, les Anglais ? Mais que les Anglais acceptent d'instruire les demandes de droit d'asile. Est-ce qu'il faut que je répète 2 fois, 3 fois, 4 fois ? C'est simple. Ceux qui ne rentrent pas dans le cadre du droit d'asile, que les Anglais, à ce moment-là, les renvoient chez eux. En France, quand on nous fait une demande de droit d'asile, certes, le gouvernement de M. Hollande... Enfin, l'erreur initiale, c'est d'avoir transféré la frontière anglaise en France. Absolument. C'est l'accord du Touquet.
Mais c'est un 2003, Nicolas Sarkozy. C'est un accord qu'il faut remettre en cause aujourd'hui parce qu'il ne répond plus aux conditions d'aujourd'hui. Je vous rappelle que Nicolas Sarkozy avait réglé le problème de Sangatte à cette époque, quand on Et ça a créé, oui, mais ça a créé Calais aujourd'hui. Ça a été déplacé à Calais. Je dis les choses très clairement. Vous Aussi. me posez la question. Oui, non mais vous me parlez de Sangatte, je vous parle mais si ma réponse des ne vous conséquences. elle vous satisfait pas. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Non, mais Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Voilà, moi je vous dis simplement que si nous avons à gouverner demain, nous aurons une politique de flux migratoire où d'abord nous décidons de mettre un terme au regroupement familial. Nous demandons à ce que toute demande de droit d'asile soit faite en dehors de nos frontières, dans les consulats à l'étranger, pour ne pas laisser venir jusqu'ici ceux qui seraient demandeurs d'un droit d'asile et qui ne rentreraient pas dans les critères du droit d'asile. Nous demandons à ce que nous remettions en cause les accords du Touquet pour que ce soit les Anglais qui instruisent eux-mêmes les demandes de ceux qui sont candidats à immigrer en Grande-Bretagne et pas candidats à immigrer en France. Alors, Christian Estrosi, votre ville, Nice, a vécu un cauchemar ce 14 juillet, jamais égalé, plus de 80 morts et des centaines de blessés, après qu'un camion se soit engouffré sur la promenade des Anglais. Comment va Nice aujourd'hui? Et vous, qu'est-ce que ça a changé dans votre manière de faire de la politique, d'aborder la politique? Je n'ai pas changé, j'aime les gens. Je souffre face à la souffrance des autres, face à ce que j'ai partagé. J'ai partagé les cris, les douleurs, les pleurs, cette scène de crime épouvantable, puis le silence. Vous savez, le silence après une scène de guerre qui tombe brutalement. C'est un silence qui pèse en vous tout au long de la vie. Donc ce silence, je vais le porter. Tout comme je l'ai accompagné avec 57 familles de victimes samedi à l'invitation du pape François qui a ouvert ses bras. 57 familles qui se sont retrouvées dans leurs différences. Je ne suis pas un homme politique de droite ou de gauche face à cette tragédie. Je suis simplement un homme qui, dans sa ville, sur son territoire, essaie de prendre dans ses bras, d'accompagner toutes ces douleurs et qui lui-même a ses propres cicatrices, des gens proches qui sont concernés. Oui. Et en même temps, des questions restent posées. Et ces questions, il faudra bien que le gouvernement accepte un jour d'y répondre, là où il s'est toujours défilé jusqu'à présent. Oui, parce qu'il y a eu le ministre de l'Intérieur, Cazeneuve, a porté plainte en diffamation contre une policière municipale parce qu'on lui aurait demandé de transformer son... Je crois que c'est du jamais vu. Pour moi, qui est son PV. Un certain respect pour M. Cazeneuve, ministre de l'Intérieur de notre pays, c'est quand même du jamais vu un ministre de l'Intérieur qui dépose une plainte en diffamation dans l'affolement d'un plateau de 20 heures contre une petite fonctionnaire territoriale de grand talent, de grande capacité. Elle a porté une accusation grave. Ben oui, mais elle a porté une accusation qui était peut-être fondée, l'instruction le dira. Pourquoi ne pas faire confiance à une enquête? En tout cas, la ville de Nice a déposé un article 40, a fait un signalement, et il y a aussi une enquête qui est ouverte pour savoir ce qu'il en est. Il y avait des témoins sur le fait qu'un représentant du ministère de l'Intérieur ait demandé un procès-verbal modifiable pour pouvoir rajouter des choses sur le procès-verbal signé par cette fonctionnaire territoriale. Et il se trouve que d'après les informations que j'ai, ce rapport modifiable aurait pu être modifié. C'est-à-dire qu'on aurait pu y mettre des choses qui ne figuraient pas sur le procès-verbal original. C'est conditionnel, c'est-à-dire vous n'en êtes pas sûr, ou vous avez des informations qui aujourd'hui permettent de le dire? Je crois qu'il serait intéressant que le ministère de l'Intérieur porte à la connaissance de tout un chacun mais qu'est-ce qu'il voulait cacher la publication de ce procès-verbal modifiable pour montrer s'il a été modifié ou pas. Qu'est-ce qu'ils auraient voulu cacher? Et à ce moment-là... Qu'est-ce que le gouvernement... Bien, je sais en tout cas que ce fonctionnaire territorial de la police municipale de Nice a refusé de faire figurer sur le procès-verbal original des choses qu'elle n'a pas vues et qui n'étaient pas visibles sur les images de vidéosurveillance. Donc ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir si on a mis des choses qui n'ont pas été vues ou si on ne les a pas mises. C'est une question posée, j'aimerais que nous ayons des réponses. Dernière question très courte, il nous reste à peine 1 minute, 30 secondes. Comment va la communauté musulmane à Nice? On a pu voir cet été qu'ils avaient été beaucoup pris à partie par des Niçois, ce qui semblait assez injuste.
cette rencontre avec le pape qui nous a invités était tout à fait admirable. Près d'un tiers des victimes étaient de religion musulmane. Un tiers. Des citoyens français, des étrangers pour d'autres. Non, ils n'ont pas été pris plus à partie ici qu'ailleurs. Mais on sent que des tensions ont été créées ici ou là, et que notre devoir pour éviter des tensions dans notre pays, c'est justement d'apporter les réformes nécessaires. Merci beaucoup Christian Estrosi, merci à Pauline Hellmann et à Eleonore Krenik d'avoir préparé cette émission. Merci Frédéric Rivière, merci à tous, à l'équipe technique. On se retrouve très vite sur France 24 et RFI.